De quoi on va parler aujourd'hui, Fred? Putain, mais j'ai pris plein de notes et en fait, j'ai ouvert un peu c'est un peu la boîte de Pandore là. Je pense que ce que j'ai ouvert. Donc c'est un Euh, épisode qui va être en 4 parties, c'est ça? ça pourrait. Mais ouais. Du coup, ouais, on est en octobre et il y a une. Alors ça se fait pas, ça, on en parle pas. J'ai pas le sentiment qu'on en parle en France, mais je crois que c'est plus au UK et tout. T'as un truc qui s'appelle le Sober October, donc même logique que sur Dry January. Le but, c'est un mois où tu bois pas, où tu freines ta consommation. Tu te prends en main, tu fais tout comme il faut, bien. Enfin bref. Parce qu'en plus, c'est probablement ta dernière chance avant les fêtes de fin d'année pour, euh, pour être à peu près sain. Mais du coup, ouais, j'ai vu apparaître pas mal de news qui du coup relayaient des trucs. Ok, c'est Sober October. Voilà ce que tu pourrais boire ce mois-ci pour faire la fête sans alcool, quoi. Mhm. Et évidemment, tout ça, c'est pas, on te recommande pas de la tisane ou de l'eau de coco, hein, mais plus souvent des alternatives, ou des produits qui imitent les produits alcooliques qu'on connaît, mais sans Donc alcool. les bières sans alcool, les spiritueux sans alcool, tout ce genre de Exact, niche. exactement. Euh, mais du coup, ça a fait remonter en moi plein de questions, plein de trucs. Ça m'a remémoré aussi qu'il y a des marques d'alcool qui ont des campagnes un peu RSE autour de boire moins ou de slow drinking ou alors t'as Pernod Ricard qui a fait une campagne qui s'appelle Drink More suivi de Water, tu vois, Ok. avec cette idée de bah ok, tu fais la fête, c'est très bien, mais oublie pas de boire de l'eau. Ou alors, dans le cas du slow drinking, c'est ok, bois d'accord, mais bois mieux ou plus lentement. Enfin voilà. Du coup, ça part après un peu dans tous les sens. Ça va peut-être toucher un peu la loi E20, enfin du côté le côté RSE. Et en Mhm. fait, je me demandais, est-ce que finalement, si des marques d'alcool se lancent là-dedans, est-ce qu'elles sont légitimes à le faire? Voilà. Est-ce que ou quelle crédibilité elles ont à le faire? Voilà. Ouais, c'est Donc, intéressant, carrément. c'est très ouvert, c'est assez ambivalent. Moi-même, j'ai un sentiment très ambivalent là-dessus. Je sais pas trop. J'ai plein de questions, pas forcément beaucoup de réponses. Ouais. Mais voilà, je voulais avoir ton sentiment aussi là-dessus. Bah, déjà, le Euh, truc, c'est que il faut faire la différence entre le Dry January et le Sober October. On va dire qu'ils sont cousins, mais ils sont pas là pour la même cause. hmm, J'ai fait des petites recherches parce que je savais moi-même pas avant. Mais le Dry January, c'est plus pour toi, c'est plus pour ta santé personnelle et le fait de faire un break d'alcool pour être mieux dans ta peau. Et surtout pour l'après-fête où on sait très bien que quand tu fais Noël, tu fais 1 000 repas de famille, tu bois du vin, de l'alcool, tu fais la fête. Après, il y a le Nouvel An. Donc voilà. En décembre, c'est la foire, la folie, et on se calme pour le mois de janvier et on fait un mois sans alcool. Donc ça, c'est plus pour le côté pour soi. Par contre, le Sober October, ça vient d'une société australienne. À la base, c'était une asso australienne qui avait créé ça et ça s'appelait le Sob Sober, je crois. Et du coup, ça a d'accord. été importé au UK et utilisé par Macmillan, qui était une fondation de lutte contre le cancer. Et donc, en D'accord. fait, ils sont... Comme Movember, en fait. Ouais, c'est un peu le même principe. Donc, du coup, ils se sont appropriés ça pour au final faire en sorte que, OK, tu fais un mois sans alcool, mais tout l'argent que tu mets pas dans l'alcool, tu vas le répercuter pour la lutte contre le cancer. Mhm. Donc, ça a été utilisé au final pour avoir des fonds, pour donner des fonds à la lutte contre le cancer. Et du coup, il y a une dimension beaucoup plus caritative dans le Sober October, contrairement au Dry January.
Donc c'est là où il y a vraiment une différence entre les deux. Ils sont cousins parce que dans l'idée, on boit pas d'alcool, mais pour l'un c'est pour soi et on garde son argent, et pour l'autre on reverse à l'association qu'on veut l'argent qu'on n'aurait pas mis dans l'alcool. Donc il y a deux choses un peu différentes quand même. Euh, donc ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Et après, est-ce que beaucoup de monde le sait? On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que au UK, les gens, ils sont, enfin, tu connais les Anglo-Saxons comment ils sont. Donc, quand il s'agit de pas boire, hop, ils s'y tiennent d'un coup parce qu'ils aiment bien suivre les règles. Et puis, je pense que ça a bien, suivant certaines analyses post Sober October, il y a, je crois, plus de 17 000 Britanniques en 2014 quand c'est arrivé qui ont arrêté de boire. Il y en a 4% qui ont arrêté de boire totalement suite à ça, etc. Enfin, en tout cas, ils avaient trouvé que suite au mouvement, ça avait déclenché beaucoup de choses dans la tête des gens. Donc, les gens consommaient, ils faisaient moins de binge drinking et ils consommaient plus consciemment. Donc, effectivement, au-delà d'utiliser ce genre d'événements comme étant des leviers marketing pour autre chose, il y avait vraiment une portée saine pour pas mal de gens qui, au final, se sont mis à consommer plus raisonnablement de l'alcool. Donc c'est une bonne chose pour ça. Et ça te fait prendre conscience que, bah ouais, peut-être que tu étais un alcoolique parce que tu buvais 4 fois par semaine et que c'était un peu trop. Ou, enfin, voilà, on n'est plus dans les années 60 ou 1920, mais en tout cas, la vente d'alcool a baissé. Et ouais, et je pense que les marques d'alcool jouent là-dessus parce qu'elles savent très bien que peut-être 80% de leur cible à eux vont se remettre à boire. Enfin, ils le savent. Ils savent que c'est juste un petit truc, un petit challenge pour se prouver qu'on peut le faire et qu'au final, une fois qu'on se l'est prouvé, bon, bah, allez, on va se remettre des verres avec les amis. Donc, je pense que c'est dans leur intérêt de prôner ça et prôner le sans alcool. C'est un peu cynique alors, dans ce cas-là. C'est genre reculer pour mieux sauter, peut-être. Ouais, parce que c'est des stratégies dont on parle peut-être pas publiquement. De toute façon, toute stratégie, elle reste en interne et c'est tout l'objet de ma réflexion. C'est le côté, ouais, il y a un côté très ambivalent. C'est d'un côté prôner des valeurs saines qui finalement sont potentiellement contre-productives ou vont à l'encontre de tes intérêts économiques. Mais peut-être, enfin, je sais pas. Alors du coup, j'ai noté qu'il y avait peut-être 3 écoles là-dessus, mais du coup, je savais pas qu'il y avait le côté caritatif sur Sober October. Mais du coup, ça m'étonne peut-être d'autant plus que des marques ne s'associent pas davantage à ça. Ouais. Parce que du coup, le message est très positif. Mais du coup, je notais 3 écoles tout à l'heure. Donc, genre, d'un côté, des marques qui vont faire des campagnes du style, ok, buvez, mais oubliez pas de boire de l'eau, ou buvez, mais buvez mieux, buvez moins, buvez l'eau, buvez, enfin bref. De l'autre, t'as des groupes ou des marques qui vont racheter d'autres marques qui font du sans-alcool, qui vont intégrer dans leur portfolio ça. Du coup, t'as qui? T'as Cedars avec Pernod Ricard, t'as Sid Leap avec Diageo, t'as William Grant & Son qui a fait Atopia. Voilà, mais du coup des marques à part qui vivent un peu à part dans le portfolio, mais qui sont dans le portfolio, du coup voilà, c'est des entités à part. Et là où je trouve il y a peut-être un changement de paradigme et qui est assez qui moi me fascine pas mal là, c'est plus le côté où des groupes ou des marques vont carrément créer l'équivalent de leur produit star mais en version sans alcool. Et là où je veux en venir, c'est que je trouve ça d'un point de vue... là, pour le coup, je trouve ça très, très
ambigu, voire ambivalent, parce que ça permet de communiquer sur ta marque tout en évitant tout un cadre, enfin, peut-être pas tant que ça, mais en évitant une partie du cadre légal qui fait que tu ne pourrais pas communiquer sur ta marque. T'as, par exemple, je sais pas si t'as regardé c'était quoi? C'était le mondial ou l'Euro de foot, là, récemment? Non. Mais t'as Heineken qui est sponsor de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Ok. Mais du coup, comme c'est du sport et peut-être, je sais pas, il y a un côté un peu nouvelle génération et tout, la bière qui était mise en avant sur les événements, c'était la 0%. Okay. Du coup, on a de la Heineken sans alcool, mais pourtant, tu vois la marque Heineken qui, du coup, te suggère la vraie version alcoolisée, ouais. Alcoolisée. Mais du coup, c'est sans alcool, du coup, tout est OK. Tu vois, c'est comme alors, c'est pas sans alcool, mais quand t'as une marque comme Beefeater ou Ballantine's qui crée des équivalents en Espagne à 20% d'alcool, alors c'est plus du gin, c'est plus du whisky, c'est plus low ABV, mais pourtant, vu que les marques sont très fortes, ça je sais pas, il y a une aura naturelle sur le produit alors qu'il est plus léger. Quand t'as un Captain Morgan, c'est à 35% d'alcool, légalement c'est pas du rhum. Mais pourtant dans l'esprit de tout le monde c'est du rhum. Enfin voilà, du coup il y a tout un truc comme ça. Là je pars un peu, je pars dans tous les sens, hein, désolé. C'est rien. Mais voilà, du coup enfin, ça rejoint vachement le côté où il y a plus de limites, il y a plus de frontières comme on pouvait le croire, tu vois, maintenant. Ouais. Après, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir. C'est souvent quand on parle de House of Brands, donc en termes d'architecture de marque, est-ce que tu as une marque phare qui possède plusieurs marques en dessous et du coup ils vont communiquer sur leur marque phare, sur la valeur, la vision, la mission, tout ça, l'essence, l'ADN de leur marque phare pour vendre le reste? Ou est-ce que ils vont faire des marques dissociées pour chaque truc? Et là, clairement, tous tes exemples, c'est le côté une marque phare qui fait une déclinaison de chaque niche ou chaque segment de marché, etc. Et j'ai envie de te dire, tant qu'il y a un marché et qu'il y a de la thune à se faire, ils y vont. Enfin, donc que ce soit ambivalent, fake ou étrange ou non, ils en ont rien à foutre en fait. Ils se disent que les gens vont pas boire d'alcool, mais qu'il faut quand même qu'ils survivent ou en tout cas qu'ils envoient un max de trucs et que du coup, vu que tout le monde se niche dans le sans alcool, et ben ils vont faire une bière sans alcool, ils vont la promouvoir. Et puis après, oui, les gens vont voir Heineken, ils vont se dire ah bah tiens, je me ferais bien une vraie bière avec alcool à la fin du match ou même d'autres gens qui regardent la télé, qui voient ça, ils vont se faire une Heineken normale, alors que c'est la Heineken sans alcool qui est promue pendant le match, quoi. C'est là que je suis d'autant plus à la fois admiratif et confus, tu vois, parce que il y a un côté génial parce que tu fais ta promo sur tous les fronts. D'un côté, tu es capable d'avoir un message de modération, de limite healthy ou quoi, et de l'autre côté, en fait, tu es aussi peut-être en train de faire du push sur d'autres produits hard. Mais, enfin, je sais pas, sans en avoir l'air, enfin, je sais pas, c'est assez fascinant, quoi. Ouais, c'est le côté ambigu du marketing, hein, c'est clair. Mais du coup, ouais, si t'es un peu cynique, tu pourrais voir ça genre ah tiens, c'est la drogue douce qui va t'amener à la drogue dure, ou tu vois, enfin si on pourrait limite tourner les choses comme ça, et je n'ai aucun doute que
que des associations sur tout ce qui est addiction et tout vont interpréter les choses dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, tu fais bah oui, mais c'est sans alcool, quoi. Donc tout va bien. Mais après, je pense que c'est à tout à chacun d'arriver à comprendre le message. Donc c'est sûr que ça va jamais cibler les mineurs. En tout cas, j'espère pas. Mais les gens sont assez responsables pour savoir ce qu'ils veulent faire. Après, quand ça va dans le côté addictologie, c'est encore autre chose. Et là, c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention. Notamment le PDF que tu m'as envoyé hier sur France Addictologie ou un truc comme ça, qui parlait des marques Alibi qui sont très fortes. Je sais pas si tu voulais en parler sur le podcast aujourd'hui. Du coup. Ouais, parce que du coup, ça m'a remémoré ça. Donc les marques Alibi, alors qui j'ai le sentiment n'existent plus ou presque. Je regardais, mais il y en a pas mal qui ont l'air totalement inactifs depuis pas mal d'années maintenant. Mais c'était genre un peu le côté. On voit un peu ce changement de paradigme et de comment les choses ont évolué. C'est comment avant, pour réussir à communiquer sur de l'alcool, sur des événements musicaux, des événements sportifs ou que sais-je, qui sont exclus de la communication à cause de la loi E20, on créait des marques du coup Alibi qui avaient les mêmes codes couleurs, à peu près quasiment le même logo, des noms un peu ambivalents aussi qui suggéraient le produit d'origine. Mais du coup, tout ce mouvement sans alcool, low ABV qui arrive aujourd'hui, permet de balayer tout ça et finalement d'avoir une communication qui est encore plus explicite. Si vu que là, pour le coup, t'as la vraie marque, mais en 0%. Et du coup, c'est marrant, parce que à l'époque, c'est là que tu réalises qu'en 4-5 ans, tout a changé, parce que la question ne se posait même pas. Tu vois, ils allaient pas aller sur des événements avec de la bière sans alcool ou des trucs comme ça, quoi. C'était pas... Ouais, je vois pas Duff faire ça pendant les gros matchs en Amérique ou les gros événements comme ça, le Super Bowl et compagnie. Ça serait bizarre de voir un mec arriver dans l'inconscient collectif. C'est une bonne grosse Duff. Ou moi, je pense aux Simpsons direct dans la tête ou jamais. D'ailleurs, peut-être qu'ils ont fait un épisode sans alcool, les Simpsons. Ça pourrait être marrant de voir s'ils ont intégré cette mouvance-là dans leur épisode. Mais ouais, clairement, et c'est même à se demander si, vu qu'on tend vers une consommation amoindrie en alcool chez les gens de manière globale, c'est même à se demander si les marques alcoolisées vont pas subir la même chose que l'industrie du tabac, en fait. Il y a la loi E20. Est-ce que bientôt ils auront plus le droit de faire de pub du tout? Parce que le tabac, c'est un peu le bad guy dans le monde aujourd'hui. On sait tous que fumer tue, et on sait aussi tous que boire de l'alcool peut tuer ou peut donner le cancer ou sauf que non, c'est quand même cool de boire un petit coup, quoi. Mais bon, au final, c'est le même problème qu'avec la clope. Et pour moi, l'industrie du tabac, le tabac, c'est tabou, hein. Mais au final, ils ont compris avant tout le monde comment faire de la pub subliminale. Ça a été les premiers à faire de la pub sans mettre leur logo dans une pub, juste en mettant une image, mais une image qui retranscrit les codes couleurs, une image qui retranscrit la vision ou l'émotion que telle ou telle personne peut ressentir quand elle fume une clope ou choses comme ça. Donc, ils ont été ultra malins, ils ont été obligés parce que du jour au lendemain, ils pouvaient plus faire de pub. Donc, il y a même une marque, alors je sais plus le nom de la marque, mais c'était une marque qui était associée à des couleurs, des teintes violettes. Ils savaient qu'il y aurait plus de pub à la fin de l'année. Et du coup, ils ont fait une énorme campagne de pub avec des murs, des façades remplies de violets. Ils ont fait juste ça avec le logo. Et le jour où ils avaient plus le droit de mettre le logo, ils ont refait la même campagne en mode juste avec du violet dans tous les sens. Et les gens savaient pertinemment qu'on parlait de cette marque-là en particulier. Et voilà, ils l'ont très bien compris. Pareil pour Marlboro, tout le monde pense au rouge et au blanc. Marlboro, ils ont plus le droit de faire de pub.
Mais quand on va dans certains lieux, certains restaurants lounge ou euh, certaines salles d'attente dans les aéroports, etc., ils sont partenaires au final et ils ont fait en sorte que les divans, les sofas, tout l'agencement des salles fasse penser au M de Marlboro, fasse penser à la couleur rouge de Marlboro et implicitement c'est limite dans nos gènes, alors peut-être pas pour la génération Z, mais en tout cas pour les millennials, les boomers, tout ça, c'est dans notre ADN de penser que voilà, le rouge Marlboro, la forme du M, etc., tous les mythes qu'il y avait aussi avec Marlboro quand tu regardes le paquet de clopes de telle ou telle manière, etc. Pareil pour Camel et tout. Mais en tout cas, il y a tout un inconscient collectif qui fait que il y a plus besoin de mettre le logo. Et on pense quand même à la marque. Ils étaient affiliés à NASCAR, ils étaient affiliés à Formule 1, tout ça, et du coup, ils étaient partenaires de tous ces événements. Mais ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu sans mettre leur logo, sans les mentionner. Et ça, c'est plutôt fort d'un point de vue marketing. Donc peut-être que la même chose pourrait arriver à Jack Daniels, à Pernod Ricard, à toutes ces marques-là, si un jour ils ne doivent plus utiliser ça. Ouais. Bah, du coup, ouais, ça va loin. Ouais, bah c'est le marketing. C'est un peu le côté manipulateur du marketing qui est peut-être très pas top quoi, niveau éthique, mais après, il y avait quelque chose d'assez marrant si on part plus dans le côté fun concernant le Sober October. J'avais parcouru 2-3 pages web et j'avais vu que Brewdog avait fait une campagne de pub. Je sais pas si t'étais tombé dessus. Ah non, j'ai pas vu là pour le coup. Ils avaient fait une campagne de pub. En fait, ils avaient lancé une nouvelle bière sans alcool en mars 2019, il me semble. Et en octobre, pour le Sober October, ils ont lancé une campagne de pub pour mettre en avant cette marque sans alcool, enfin cette gamme sans alcool. Et la campagne de pub, c'était la bière d'un côté et en gros Sober a the motherfucker. Sauf que motherfucker, ils l'ont pas écrit en entier. Ils ont écrit juste mother f. Donc FU. Et du coup, la campagne a été bannie au UK parce que, en gros, scandale, on n'a pas le droit de dire motherfucker, on n'a pas le droit de considérer que si on est sobre, on est un enfoiré ou quoi. Et du coup, il y a eu un scandale et en même temps, la marque jouait sur son côté punk et irrévérent. Donc, c'était, en termes de marketing, c'est génial pour eux. Ils sont coutumiers de ça. Ouais. Là, ils ont eu le cas avec leur hard seltzer, je crois. Récemment ouais, très récemment, parce qu'apparemment, alors j'ai plus le truc en tête, mais comme quoi ça suggérait que c'était bon pour la santé, quoi. Ok. Voilà. Donc ils avaient joué, évidemment, ils disaient pas que c'était bon pour la santé, mais il y avait peut-être un champ lexical, un truc qui faisait, avec un truc positif et tout, qui était factuellement probablement vrai et tout. Mais voilà, encore un truc banni, mais du coup ça fait des RP, ça fonctionne. Alors en plus, si ton positionnement c'est d'être punk, mission accomplie. Ouais. Ils ont tout donné là-dessus et tant mieux pour eux que ça fasse scandale toutes ces campagnes. Et je pense qu'ils le cherchent à chaque fois et que pour n'importe qui a un côté un petit peu rebelle et punk, tu kiffes en fait. Dès que la marque a un petit scandale, ça te fait vibrer quoi, puisque tu fais partie de la meute. Donc c'est important aussi. Et tu sais si la loi E20 est aussi elle existe qu'en France ou elle existe en Europe? Elle existe C'est français. Ouais, c'est français. C'est purement français, ouais. Ouais, c'est de toute façon, ouais, si tu voyages, si tu vas en Angleterre, tu vois tout de suite des pubs beaucoup plus explicites dans le métro. Donc tu peux mettre des mains, des personnages, des gens qui sont en train de consommer en Angleterre et dans le monde entier, sauf en France, c'est bien ça. Tu vois, moi je m'amuse sur la newsletter à relayer des fois des pubs étrangères, tu vois, des pubs anglaises, des pubs américaines, où c'est vraiment autour du côté festif, ça danse, ça chante, il y a un côté, c'est très coloré, très pop, il n'y a pas d'ambiguïté sur c'est des produits clairement associés à la fête, à des moments comme ça. T'as beaucoup plus d'associations avec des artistes, avec des musiciens, avec toutes sortes d'artistes comme ça.
Chose que, évidemment, tu ne peux pas voir, que tu vois pas en France. Tu vois, il n'y a pas de spot à la télé. Euh, les, l'affichage dans la rue, c'est très très strict. Hein. Ça, c'est que factuel. C'est ok, voilà la bouteille, elle fait 70 centilitres, elle est à 40% d'alcool, et c'est fait en Angleterre, tu vois. Mm. C'est à peu près ça. Et il y en a des marques qui se sont fait taper sur les doigts pour parfois pas grand chose, tu vois, juste parce que le vocabulaire. T'as Ricard, t'as un truc, des pubs Ricard qui sont fait allumer sur. C'était sur quoi? Ouais, sur Ricard, je crois. Un Ricard des rencontres, voilà, ça c'était assez connu, c'était il y a quelques années, enfin ça reste assez récent. Mais c'était juste, tu voyais, je sais pas, c'était assez abstrait. Et ça te disait donc un Ricard des rencontres pour te dire que le Ricard se mêle avec de l'eau, et puis voilà, c'était. Ah, ok. Mais Ouais. du coup, au niveau E20, le mot rencontre n'a pas été interprété comme la rencontre Comme le de mélange, l'eau tu m'étonnes. et du pastis. Mais voilà, et du coup, c'était pas bien. Alors que visuellement, il y avait pas des gens qui se rencontraient, il y avait rien de ça. C'était du liquide versus du liquide, quoi. Ouais. Bah, c'est le pouvoir Donc, de la typo. Hein. De toute façon, les pubs avec une grosse typo, une grosse baseline, enfin avec un rédactionnel fort, c'est ça qui impacte d'autant plus les gens, limite plus que de l'image des fois, parce que tu te fais ta propre histoire dans ta tête. mais oui, si tu regardes la pub en France dans le métro, quoi, c'est souvent qu'un visuel du produit. Ça parle de l'origine. Et Ouais. si tu as une personne, elle est, je pense, toujours seule. Et c'est un professionnel. Identifié comme un professionnel. Donc, et s'il y a une once d'ambiguïté, et même sur les baselines, il y a toujours un astérisque pour te traduire c'était quoi le message, tu vois. Okay. J'imagine qu'un Ricard des rencontres, il y avait un astérix pour dire la rencontre de l'eau et du pastis, tu vois, j'en sais rien. Après, il y a des marques qui ont un budget avocat dans tous les cas et qui prennent aussi le risque d'être contre la loi E20 et ils le savent très bien que ça va pas passer, mais ça leur aura fait de la pub et ils ont dans tous les cas de la thune pour payer ça. Donc, alors, a priori, quand même, les enjeux sont assez costauds, hein, parce que ça peut aller jusqu'à retirer le produit de la vente. Donc, je pense que bon, c'est un risque calculé sans doute. Après, je suis convaincu que il y a beaucoup de pubs qui sont faites de bonne foi aussi. Hein. Pas avoir le mal partout. Mais voilà, du coup, ouais, on part un peu dans tous les sens, mais ouais, l'idée, c'est comment t'es un peu sur tous les tableaux, sur le côté légal, d'un côté, on a un message positif, modération, de l'autre côté, on vend quand même des trucs fortement alcoolisés, enfin, des fois sous le même nom, des fois des marques ailleurs dans le portfolio, et puis on fait des campagnes sur le web ou quoi pour dire buvez plus d'eau, buvez modérément, machin truc. Là, autant ta pub, tu vois, sur le fait de boire de l'eau, autant je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus cool et classe de la part de la marque. Parce que, ok, sous l'égide de... c'est Pernod Ricard qui disait ça ouais. C'est une campagne anglaise, je crois. Ouais, donc il disait, clairement, buvez de l'eau. Il disait pas, buvez notre eau à 0% avec l'estampillé Pernod Ricard. Donc ça, c'est plutôt très bien de leur part, de le dire, de le répéter, etc. Alors, elle est un peu... Moi, je la trouve très cool, hein, cette campagne. Mais elle joue beaucoup sur... déjà, le message, c'est « Drink more » en très gros. Et « Water », tu vois, c'est comme si... Ça, c'est moins cool. Enfin, en gros, il joue sur le côté un peu potage, tu vois. C'est genre « Drink more ». Bien sûr, on parle d'eau, tu vois. Mais c'est pas « Drink more water ». Enfin, ça se lit pas comme ça d'une traite. Okay.
Ah, donc là, c'est déjà pas la même chose. Mais après, visuellement, il ne te montre que des gens déchirés en soirée. Pour justement le côté un peu tu t'es vu quand t'as bu, quoi. Ouais. Et du coup, le message, oui, drink more, mais pas pour te mettre dans l'état de ces pauvres gens sur les visuels, mais water pour justement t'en tirer mieux que ça le lendemain matin, quoi. Mais ça sous-entend quand même drink de l'alcool, mais un peu moins que le mec qui est torché en train de vomir à côté, quoi. Donc, ouais. Disons que c'est ambivalent. C'est pas. Ouais. Ouais, j'avoue que ça reste quand même ambivalent, carrément. Il y a un côté fun. Il y a le message, ça reste buvez de l'eau, mais tu vois. Du coup, c'est créatif, quoi. Moi, j'aime beaucoup, hein, mais voilà, je sais pas. Pour le coup, je pense que ça ne passerait pas en France, clairement. Ouais. Même si le message c'est buvez de l'eau. Hein. Mais clairement, là, l'ambiguïté, je crois qu'elle ne passerait pas du tout. C'est clair. Voilà. Mais s'il y a des gens chez Pernod Ricard ou quoi qui nous regardent et qui veulent commenter ou quoi, ou me reprendre sur toutes les bêtises que j'ai peut-être dit depuis le début, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas en commentaire, ça peut être sympa de voir ce que vous en pensez. Voilà, c'est un brainstorm là. Je voulais faire un truc sur Sober October et j'ai ouvert la boîte de Pandore là, à me dire ok. Ouais, tu l'as bien fait. Ouais. Mais bon, on est resté focus quand même sur une certaine éthique, sur est-ce qu'on boit de l'alcool ou non, sur la manière de faire de la pub subliminale. Donc ça partait un peu en live, mais ça restait quand même concentré autour de ce thème. Et du coup, est-ce que tu le fais le Sober October? Ouais, quasiment. Ouais. Là, j'étais à Cognac, du coup. Il y a eu une petite soirée un peu d'excès, mais sinon, non, ça va. Il y a eu le ticket d'or. J'ai vu ça quelque part sur une page. Il parlait d'une contravention don équivalent à 16,50 €. C'est un truc que j'ai vu sur un truc, sur un femina.fr qui parlait du Sober October. Là, j'ai la page sous les yeux et ils mettent la vie étant jalonnée d'anniversaires de sorties en tout genre. Donc c'est sûr que pendant le mois d'octobre, il y a sûrement des annives un peu dans tous les sens, comme dans tous les mois. Il disait la Go Sober for October propose de faire une entorse au challenge durant une journée grâce au ticket d'or. Il s'agit alors de s'acquitter d'une sorte de contravention don équivalent à 15 livres, donc 16,50 €. Donc ils font même un mois Sober October dans lequel tu peux avoir un ticket d'or qui te permet quand même de boire. Donc ouais, j'avoue qu'ils marketent et de faire un don. Tu peux le donner à quelqu'un. Du coup, tu bois pour la bonne cause. C'est vrai. Si tu détournes un peu le truc. Mais du coup, je suis étonné, maintenant que tu me dis ça, qu'il n'y ait pas que des marques, justement, et qui plus est, si elles ont dans leur portfolio du sans-alcool, qu'elles n'en profitent pas davantage pour pousser ça. Donc je sais pas. Voir si c'est mal vu ou pas par les gens, est-ce qu'il y a des garde-fous ou quoi. Ouais. Mais ouais, je trouve ça bizarre. Tu vois, par exemple, il y a. Alors, si on continue sur l'ambivalence, là dans la newsletter, je parlais d'un petit badge de jean qui s'appelle le jean rose, dont les bénéfices seront reversés justement à la lutte contre le cancer. Mais pour le coup, il s'agit quand même d'un vrai gin à 40% d'alcool et tout. Du coup, il se positionne du coup avec tout ce côté caritatif derrière. Et du coup, pourquoi des marques de sans-alcool, elles, justement, ne saisissent pas l'opportunité pour le faire, et en plus sur du sans-alcool ou du low ABV, je sais pas. Ah bah elle pourrait. Donc, je pense qu'il y a une niche et qu'il y a un truc à faire avec tout ça, et on en revient à la mission et la vision d'une marque. Il y en a plein qui pourraient aller sur le côté social, sur le côté addictologie, ou reverser, je sais pas, un gin acheté, un don offert à France Addictologie pour tel ou tel. Il peut y avoir tellement de trucs cool pour aider les gens. Ça peut être génial. Et je pense que les gens le font pas parce que soit ils ont pas trop la fibre vision, mission, tout ça. Ils sont un peu trop focus sur leurs produits, leurs recettes,
et comment être différent juste par le goût et par l'image. Sauf qu'en fait, être différent, tu peux l'être de tellement de manières différentes et c'est ça qu'on prône dans le marketing nouvelle génération. C'est pas de vendre un truc parce qu'il est meilleur et de le vendre fois 1000. C'est vraiment de réunir tout le monde autour d'une cause, autour fédérer une communauté, quoi, autour d'une meute, autour d'un statut particulier, et c'est là-dessus qu'il devrait être plus focus, je pense. Mais je suis d'autant plus curieux là, du coup, de voir si en janvier il y aura des évolutions ou pas. Est-ce que là, ça reste quand même très anglo-saxon, hein, Sober October. J'ai l'impression que Dry January est plus adopté pour le coup. Ouais, ça fait quelques années en France. Là. On en parle davantage. Je crois même, oui, il y a un site français d'ailleurs qui parle de tout ça. Du coup, à voir. Peut-être pour un autre épisode en janvier pour voir la différence, mais carrément. Mais ouais, en attendant, essayez de pas boire pendant un mois. Petit challenge The Bottlefield Show. Moi, j'y suis arrivé sur le mois de septembre. Trop bu à Hawaï. Du coup, hop, un petit break sur septembre. Toi, apparemment, tu arrives avec une entorse sur le mois d'octobre. J'ai pris le ticket d'or, effectivement. Mais il y en aura qu'un. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je peux faire un petit happening en lien avec tout ça, parce que j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Je reviens. Dis-moi tout. J'ai reçu ça aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien. Sustonic 0 ? Voilà. Qui est en parfaite concordance avec tout ce dont on a parlé. Okay. Et du coup, alors c'est pas un placement de produit, hein, je ne suis pas payé pour faire ça. Mais du coup, on peut faire évoluer le podcast en faisant des testings en live. Voilà. Des testings dégustation. Ah bah moi j'ai que de l'eau sous la main et en même temps c'est très tôt de mon côté, donc je m'amuserai pas à sortir autre chose. Le petit unboxing en direct, pour ceux qui regardent, mais pour nous. Et on va goûter. Vas-y. Et ça fait le job. Voilà. Alors moi j'ai jamais goûté de Sustonic. Oh. Et ça a presque le même goût. Non, ça marche. Voilà. Okay. Et du coup, je n'ai pas besoin de ticket d'or pour ça. Voilà. Top. Bon, pourquoi pas. J'avoue que j'ai jamais été très fan ou très dans la Suze, mais pourquoi pas essayer avec un tonic et du coup ce produit-là. Mais c'est ce qu'ils mettent en avant. Mais du coup, tu vois, ça pose la question aussi. Tu vois, j'ai ça, t'as le logo, t'as le truc, c'est sans alcool et tout. Mais pourtant, est-ce que toi-même, là, t'es en train de te dire, ah tiens, je vais peut-être tester le vrai Sustonic derrière, tu vois. Ah bah c'est clair on est sur les comparaison. On est sur les deux tableaux, quoi. Carrément. Voilà. Ok. Voilà. Eh ben, bel épisode pour aujourd'hui. Merci Fred, merci pour cette happening. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Également, alors... Attends, parce que j'étais que sur ma cam, mais c'est très bien. On va garder tout au montage. Du coup, abonnez-vous. On va mettre les liens là des rapports et tout, quelques liens dans la description. On a aussi un petite newsletter si vous voulez vous abonner pour être au courant quand il y a un nouvel épisode. Et également, si vous voulez checker, en savoir un peu plus sur nos projets respectifs, il y a 2 petits liens sur ce qu'on fait à côté. Voilà, donc checkez tout ça et puis merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Hein. C'était très long, très, très confus et tout, mais c'est pas grave. Vous êtes courageux, bravo. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.